On parle couramment, cette tendance, d'apprendre à lire les images. Il y a eu ici même, je crois, hier après-midi, un atelier ainsi intitulé. On apprend à les déchiffrer, à les interpréter, comme s'il s'agissait de textes ou de partitions musicales. Or, en rigueur de termes, les images sont à regarder et non à lire. Non que l'image ne puisse exprimer des intentions, véhiculer par exemple une pensée figurative, car l'image aussi articule des signifiants lors même qu'elle est abstraite. Ses lignes et couleurs, son schéma de composition, ses motifs, composent un tout susceptible de créer du sens, ou plutôt des sens. L'image est ouverte à de multiples lectures sur plusieurs niveaux. Mais la pensée en image, celle qui préside justement au schéma de composition, n'a pas d'abord été un texte qui aurait ensuite été transformé en image. Ce n'est pas non plus la résultante des incitations provenant du fait social global ou de l'univers du créateur. Connaître l'œuvre entière d'un peintre ne suffit pas à garantir le sens de ses peintures. Les lectures du Jardin des délices de Jérôme Bosch se succèdent. Aucune ne s'impose, pas même la plus récente, qui promet sic un Bosch limpide, mon œil. L'image est plurivoque par construction, sa polysémie est luxuriante, même quand elle comporte une légende. Qu'est-ce qu'une légende? Sic legenda est imago. Image, tu es à lire ainsi. Mais une légende n'interdit jamais d'autres légendes, dictées par d'autres intérêts. L'image enseigne-t-elle? Déjà les auteurs de la Grèce ancienne, puis les pères de l'Église et les théologiens médiévaux dans leur sillage, reconnaissaient aux images la triple vertu, je cite, d'instruire, d'émouvoir et de remémorer. On peut abonder dans leur sens, à condition de bien voir que l'image n'est pas d'abord didactique ou assertorique, et ne pas exiger d'elle ce qu'elle ne saurait donner. L'image d'art n'est pas réductible à une visée intentionnelle ou éducative. Comme telle, elle n'est pas capable de vérité ni de fausseté. C'est sa réception ou son rejet par un milieu, par une communauté, non ses qualités intrinsèques d'image qui la rendent orthodoxe ou hétérodoxe. Tandis que l'orthodoxie d'une proposition christologique ou la rationalité d'une énonciation philosophique, elles, se peuvent évaluer. Il y a des critères. On peut parler de fausses icônes si l'on y tient. On l'a fait dans un livre récent. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'icônes fausses. Quel sens cela pourrait-il avoir? Car l'image n'est pas un dire comme les autres. Si elle a bien un sujet, elle n'a ni verbe ni complément d'objet direct. On peut mettre en lumière sa syntaxe, son lexique, fait de motifs, mais cela ne change rien à l'affaire. L'image est irréductible à une phrase. C'est un fragment d'espace, délimité par sa matière et où son cadre est structuré. On connaît le conseil de Maurice Denis, je le cite, « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » L'image serait-elle une matière textile au sens originel de cet adjectif attesté dans le dictionnaire de Trévoux, à savoir susceptible d'être tissée, d'être divisée en fils que l'on peut tisser, comme l'amiante, la laine, le ploc, le chanvre, le coton, le jute, le lin, le crin. Le portrait photographique du président de la République affiché dans les mairies n'est l'équivalent, que je sache, d'aucun article de la Constitution, d'aucun texte de loi. Aucun texte ne remplacera jamais une icône du Christ. Aucune image, à strictement parler, n'a d'équivalent textuel. Imagine-t-on de lancer un concours pour remplacer, par exemple, le décalogue ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par un tableau? L'image n'a pas de lien constitutif à la parole parlée. On peut proclamer un texte, pas un tableau ou une sculpture. On prononce une conférence que l'on a rédigée, sinon sur le papier, du moins dans sa tête. On peut donner son et vie à une partition en la jouant. On ne peut pas
prononcer une image ni la jouer, car l'image n'est assimilable ni à un texte écrit, ni à une partition musicale, ni même à un scénario. On peut toujours adapter un roman pour en faire un film, mais l'inverse. A-t-on jamais vu une peinture murale ou un film se transformer en roman ? Il est vrai que Yves Bonnefoy, Carlo Gainsbourg ou Daniel Arras ne sont pas loin de réussir à faire des romans de leurs commentaires des œuvres de Piero della Francesca ou de Raphaël. Reste que l'image d'art, en général, ne produit pas de version littéraire, comme un écrit suscite parfois des versions illustrées. Et pourtant, me direz-vous, devant l'image ou le tableau, il arrive que l'œil écoute, comme s'il y avait, provenant de son silence, quelques paroles à entendre. De même, l'historien de l'art s'entraîne à épeler l'œuvre qu'il analyse. L'œil fixe, déchiffre, scrute, interprète le tableau, tout ce qu'il fait, en somme, devant un texte. Il y a des textes qui ont une si forte teneur d'image que chaque lecteur imagine pour son propre compte, se fait son cinéma et visualise ce qu'il raconte. Aussi est-ce une épreuve pour un roman d'être mis en tableau ou en image. C'en est une aussi pour le metteur en scène, d'être jugé par le roman dont il s'inspire. J'ai souvenir d'un roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, dont la lecture m'avait enthousiasmé. Mais quelle déception quand j'ai vu le film qui en a été tiré. Pourquoi ? Pas seulement parce que la fin est quelque peu trahie, à mon goût, mais aussi, je crois plus profondément, parce que mon imaginaire de lecteur avait fait le travail de visionner le roman que celui du metteur en scène a contrarié. L'image d'art et le texte littéraire ont ceci de commun qu'ils sont tous deux exposés à des commentaires, à des analyses qui les décortiquent, avec les risques que cela comporte pour eux, d'être enjambés, d'être comme noyés sous un déluge verbal. Risque de réduction au concept, au squelette rédactionnel, ou comme l'on dit pour faire chic, c'est très tendance, à leur schéma actentiel.